Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Antonella Wieland, la créatrice de mycreationdentreprise.fr. Bonjour Antonella. Bonjour. Donc pour rappel, ces interviews, elles ont deux publics. Soit des femmes qui sont en pleine réflexion de peut-être quitter le salariat pour entreprendre, mais aussi les femmes qui sont sur le début du parcours. Et les deux catégories, eh bien, ont des peurs, des doutes, le syndrome de l'imposteur, peut-être des montagnes russes émotionnelles, et puis toutes ces choses qui sont des incertitudes et que peut-être ces entrepreneuses, et même sûrement, nous confient comme stratégie, comme astuce, comme anecdote aussi qui rassure parce que finalement, on vit toutes les mêmes choses. Donc, Antonella, tu as créé mycreationdentreprise.fr après avoir eu une expérience professionnelle de 3 ans dans une boutique de gestion où tu as monté graduellement plusieurs échelons, donc tu en parleras si tu veux, mais surtout, toute l'expérience que tu as depuis 2007 où tu as créé ce site internet, voilà, j'espère que tu vas nous confier plein de pépites pour rassurer tout le monde et puis pour nous inspirer aussi. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire et puis nous dire ton actualité professionnelle, s'il te plaît? Eh ben, merci Stéphanie pour cette présentation. Me présenter un peu plus, sans aller trop dans le détail, voilà, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise depuis maintenant donc 2005, donc ça me fait beaucoup de cheveux blancs, comme je le dis souvent, parce que je suis très investie auprès de mes clients et de mes clientes. Et c'est vrai qu'il peut même m'arriver d'avoir des petites insomnies parce que parfois on a des situations tendues et surtout avec la Covid qu'on a traversée l'année dernière, j'ai eu des commerces en difficulté et il a fallu vraiment se serrer les coudes pour que tout le monde s'en sorte, hein. Donc, c'est pas tous les jours facile, mais c'est des métiers qui sont passionnants. Et donc, oui, j'espère vous donner plein de pépites. Donc, du coup, voilà, ça fait maintenant pas mal d'années que j'accompagne des femmes, des hommes à créer l'entreprise qui va avec leur ville de rêve. Mais plus que ça, en fait, et c'est vraiment finalement un accouchement, entre guillemets, de ce que je fais depuis toutes ces années, qui a été facilité avec cette période qu'on vient de traverser, qui était compliquée, pandémie. Et aussi, on va dire, l'ambiance qui monte ces dernières années, on va dire, dans les grandes entreprises. J'accompagne vraiment des personnes, beaucoup de femmes, à remettre du sens dans leur vie. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi, c'est-à-dire que j'accompagne pas des business à démarrer, j'accompagne des personnes à trouver un business qui soit aligné avec qui elles veulent devenir, qui leur permette de concilier à la fois leurs ambitions, leurs contraintes personnelles, leurs motivations, et qui leur permettent de s'épanouir. Donc, on est sur de l'accompagnement de personnes, de trajectoires de vie. Et ça passe par un certain nombre d'étapes. Et cette année, l'actualité, finalement, c'est qu'on a monté les ateliers du sens de la vie, un rendez-vous qu'on lance tout prochainement et qui va nous permettre de brosser ensemble, on va dire, la méthodo, les différentes étapes à traverser quand on veut profiter, entre guillemets, d'un moment de creux dans sa vie pour rebondir et remettre du sens dans sa vie avec une vocation entrepreneuriale ou avec tout simplement une envie professionnelle différente et où on se laisse la porte ouverte à de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es servi de ton expérience professionnelle en tant que boutique de gestion qui aidait la création d'entreprise, enfin qui est toujours la création d'entreprise, pour pouvoir savoir ce qu'il fallait mettre dans ma création d'entreprise.fr? Alors, je me suis aidée de l'expérience que j'ai eue à travers les boutiques de gestion. C'est-à-dire que j'ai appris énormément de choses parce que, bien évidemment, c'était le démarrage, hein. J'avais 23 ans à l'époque, hein, donc j'ai fait beaucoup de choses à apprendre. J'ai appris grâce à mes mentors en interne, mais j'ai aussi appris énormément avec mes premiers clients, hein. C'était une aventure extraordinaire parce que j'ai eu beaucoup de clients qui étaient des entrepreneurs qui avaient déjà eu des boîtes et qui avaient tout planté et qui redémarraient. Du coup, ils avaient besoin de mon accompagnement sur certaines étapes qui sont très structurantes, qui ont beaucoup d'enjeux. On parle souvent de financement, on parle souvent de statut juridique. Mais moi, en contrepartie, j'ai appris énormément de leurs histoires de vie, de leurs expériences et tout ce qui va derrière. Et donc, du coup, voilà. Donc là, il y a déjà eu un double échange, hein, enfin un échange à la fois avec, on va dire, l'équipe, à la fois avec les clients. Et puis, j'ai appris énormément également parce que comme j'ai gravi beaucoup d'échelons très rapidement, je me suis vite rendu compte des travers, finalement, de ce que c'est qu'accompagner des personnes à créer leur entreprise quand on le fait, à la manière dont on le fait, dans des réseaux classiques.
Et c'est-à-dire que malheureusement, on a quand même beaucoup de chargés de mission qui sont finalement utilisés à répéter des choses qui sont de premier niveau avec des personnes, à les écouter. Hein, c'est important de les écouter, mais tout est question de mesure, hein, on est bien, on est bien d'accord aussi. Et on a très peu de temps, compte tenu du fait que ce sont des structures qui émargent que sur des fonds publics avec des petits budgets, donc du coup les accompagnements sont très, très, très denses, même si c'est s'étale sur la durée, c'est en fait très peu de temps par semaine. Du coup, on a très peu de temps pour apporter de la vraie expertise et permettre aux entrepreneurs de prendre des décisions qui sont cruciales pour la réussite du projet. Donc, du repositionnement, trouver les bons mots pour se présenter, définir correctement l'offre, avoir un marketing qui soit intelligent, éthique, intelligent et qui fasse, qui porte ses fruits, hein, qui ne soit pas juste une bonne idée sympa, mais qui n'obtienne pas de clients. Et donc, du coup, le fait de m'être rendu compte à quel point on sous-utilisait finalement le rôle du chargé de mission et du peu de temps qu'on avait à mettre en place pour dire la partie expertise, moi, j'en ai conclu un certain nombre de choses qui n'est pas forcément la conclusion de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de chargés de mission qui sont contents que ça se passe comme ça, parce que c'est beaucoup moins confrontant. Hein. C'est beaucoup plus facile de faire du premier niveau que de faire de l'expertise. Mais moi, j'étais frustrée de ça et je ne voulais pas que ça continue comme ça. Donc, j'ai dit, il faut révolutionner à l'époque le métier de l'accompagnement à la création d'entreprise. Hein. J'étais la pionnière, j'étais la première entreprise à monter de la formation à distance pour les entrepreneurs, avec vraiment la logique d'être en apprentissage inversé, c'est-à-dire que l'apprenant, l'entrepreneur, va à la fois suivre un contenu qui est vidéo ou audio en ligne, mais avant ces rendez-vous, de manière à ce que, grâce à ces audios et vidéos, ils se mettent en action, ils produisent un travail et que ce travail soit analysé, débriefé et qu'on aille beaucoup plus loin en session de rendez-vous. Donc ça, c'était on va dire le déclic qui m'a fait accoucher de ma création d'entreprise.fr, première version en 2007. Le déclic, ça a été de constater les limites du modèle boutique de gestion et de voir qu'on pouvait fonctionner mieux. Et du coup, ça ne t'était pas autorisé de le faire dans la boutique de gestion. Et il n'y avait que la création d'entreprise qui pouvait te le permettre de le faire. Alors, ce n'était pas autorisé, je ne dirais pas ça comme ça, c'est-à-dire que moi, je suis force de proposition. Non, j'étais force de proposition et j'ai fait bouger énormément de choses. Et donc, j'ai proposé ça juste avant qu'on arrête la boutique de gestion. Et c'était dans les tuyaux. Mais c'était dans les tuyaux, mais malheureusement, comme à l'époque, les fonds sociaux européens ont mis en difficulté beaucoup de structures associatives. Malheureusement, même si l'activité de la boutique de gestion était viable, on a dû fermer la boutique. Donc déposer le bilan de la structure. Et donc moi, du coup, j'avais déjà dans les tuyaux le fait de vouloir lancer cette formation à distance. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le fais. Donc voilà, je l'ai fait, mais sauf que j'avais 25 ans et que j'étais une femme et que c'était pas facile. Ok. Est-ce que, si tu te rappelles plus jeune, est-ce que tu avais déjà pensé en fait être entrepreneuse ou est-ce que là, ça a vraiment été un concours de circonstances? Non, en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais, on va dire, à l'âge où tu vas dans les centres d'orientation, j'avais deux choses qui m'intéressaient. Deux seules choses. J'avais la psychologie, la gestion. Donc, j'étais là, qu'est-ce que je fais? Contrôle de gestion, psy, contrôle de gestion, psy. Et donc, du coup, j'étais là pendant toutes mes années d'études. Arrivée au bac, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la branche scientifique ou est-ce que je prends la branche économique? Toujours dans cette difficulté-là. Finalement, je me suis positionnée en économie spé-maths pour ne pas me fermer trop de portes. Et puis après, j'ai continué. J'ai dit, de toute façon, psy, c'est pas possible, c'est trop bouché pour moi, ça va pas suffisamment bouger. Donc, du coup, je suis partie en gestion. J'ai fait tout mon parcours master de gestion, master de diagnostic d'entreprise. Et puis, arrivé après sur le marché du travail, qu'est-ce que je veux faire? Psy, gestion. Normalement, j'ai fait des études pour faire du contrôle de gestion, de l'audit, de l'expertise comptable, du conseil. J'ai fait un DU technique d'intervention en mission de conseil. Donc, toutes les cartes étaient là. Mais en même temps, je ne me retrouvais pas vraiment, je n'avais pas envie de rentrer dans un cabinet Big Four parce que j'avais pas envie de cette vie-là, très clairement. Je n'avais pas envie de la vie de consulting telle que je la voyais parce que j'avais rencontré du coup, durant ma vie d'étudiante pas mal de gens qui faisaient du consulting à très haut niveau. Et je trouve, il l'avait bien dit qu'ils étaient assez déconnectés finalement de la réalité. Il y a une forme de… on n'est que dans des grands groupes, on n'a pas beaucoup de TPE, on n'a pas beaucoup de PME, et encore bien même, quand on est junior, on gratte du papier, quand on n'est pas vraiment en phase avec la réalité, quoi. Donc, je ne le sentais pas.
une opportunité de la vie comme ça qui s'est trouvée, que je me suis retrouvée dans du consulting, mais pour du recrutement. Au bout de 9 mois, je me suis réveillée, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fais là? 9 mois. C'était le, Bah c'était oui. le jour de la remise, c'était le jour de la remise de mon diplôme. Le jour de la remise de mon diplôme, je me dis, mais putain, mais ok, j'ai pas chômé depuis que j'ai eu mon diplôme, j'avais pas eu une journée de chômage, j'avais un boulot tout de suite, j'ai tout enchaîné, j'ai un CDI, j'avais acheté ma maison, tout était fait, hein, donc c'était super. Et je me dis, mais en même temps, je vais pas rester là quand même. Donc du coup, le lendemain de ma remise de diplôme, je refais mon CV et je dis, bon allez, de toute façon, moi, la création d'entreprise, j'en parle depuis longtemps parce que ce côté gestion m'intéressait. Donc, du coup, je me voyais dans la création d'entreprise en même temps. Et comme j'avais vu pas mal de gens qui étaient dans le conseil, je voyais bien ce qui m'intéressait le plus, c'était la vie des entrepreneurs et non pas la vie de consultants. Donc, il y avait ça qui avait germé. Mais en même temps, j'étais jeune. Je me dis, bon, me lancer comme ça, puis je n'avais pas d'idée. Donc, je dis, je vais accompagner les entrepreneurs. J'ai quand même fait un DU d'intervention mission de conseil. Donc, c'est quand même ma destinée. Donc, je refais mon CV le samedi. J'envoie mes emails tout le samedi. Le lundi, 2 entretiens, enfin 2 appels pour un entretien. Le vendredi suivant, les 2 entretiens. Le samedi qui suit, 2 propositions. Et puis, du coup, le lundi suivant, j'ai posé ma dème. Wow, excellent. Et je suis repartie. Et donc là, du coup, j'ai démarré en boutique de gestion et l'aventure a continué 3 ans. Et puis après, quand ça s'est arrêté, hop, j'ai démarré mon activité professionnelle à moi. De ce que j'entends, la question du sens était déjà en toi quand même. A toujours été, Donc que là, ce tu soit voulais. que ce soit pour moi ou que ce soit pour les personnes que je côtoyais, j'ai souvent fait accoucher les amis, les proches ou des gens que je rencontrais de mais pourquoi tu fais ça? Et donc, du coup, naturellement, quand j'ai été sortie on va dire, il y a une sorte de mirage quand on a son premier emploi, qu'on vous le donne sur un plateau quand on sort des études, on dit bah oui, je le prends. Et puis c'est seulement après qu'on dit bah enfin oui, je suis bonne là-dedans, mais je suis bonne dans des tas de choses en fait. Donc, Ouais. je pourrais peut-être faire ce qui me plaît vraiment en C'est fait. ça. Finalement, j'ai le choix. Alors maintenant que je me suis posée, j'ai le droit de regarder le catalogue. Exactement. Et on a souvent plus le choix qu'on imagine. Et ça, c'est un trait commun que j'identifie chez beaucoup de mes clients ou de mes clientes. On croit souvent qu'on n'a pas le choix, mais en fait, on a beaucoup plus le choix qu'on imagine. Ouais, il faut juste ouvrir les vannes et les barrières mentales. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je travaille le plus. Donc, il y a de l'éducation, il y a des messages de la société, il y a homme-femme, c'est encore différent. Enfin, il y a plein de choses derrière ça. Tout à l'heure, Mais Pardon, vas-y. oui. Non, mais vas-y. Non, mais ça me faisait penser, en fait, ça m'a fait penser à la première fois officielle où j'ai fait accoucher un entrepreneur de son projet. Et c'était assez drôle parce que justement, j'avais analysé avec elle toute sa situation. Elle avait déjà monté une boîte, elle avait des frustrations. Et du coup, elle était là, elle était vraiment dans un désert de son avenir. Elle ne savait vraiment pas quoi faire. Et en fait, tout ça, ça s'est imbriqué comme des Legos. Ses contraintes, ce qu'elle ne voulait plus vivre. Et en même temps, tout ce qu'elle savait faire, mais qu'elle ne se rendait pas compte parce qu'il y a un moment même sans être dans le burn-out, dans cette période où ça ne va pas très bien, tu n'arrives plus à te connecter à toutes tes capacités, à toutes tes compétences. Et le fait de dialoguer avec quelqu'un comme tu le fais, ça permet de faire sauter les verrous et de les réidentifier. Puis après, quand tu brainstormes et que tu mets tout ça sur le tableau, en fait, tu dis, voilà, on peut agencer tout ça ensemble. Et du coup, on a accouché de son nouveau projet à l'époque. Et c'est ce qui a été la germe de 4 ans plus tard, mon programme que j'ai intitulé Mon rêve, qui est là pour trouver une idée sur mesure réaliste et excitante. Wow, excellent. C'est marrant, demain je vais faire un atelier qui s'appelle Atelier Graines de rêve. Ça me fait penser à ça. Excellent. Ouais, je crois qu'on a besoin de rêver dans notre société actuellement. Tout à l'heure, tu l'as évoqué, Antonella, tu as dit, en plus j'étais une femme. Si je continue la question, quels ont été les obstacles que tu as dû dépasser? La recherche de financement, ça paraît un peu bateau, mais l'air de rien, comme c'était à l'époque totalement précurseur, monter une boîte en ligne en 2007, il fallait s'accrocher, on n'y croyait pas trop. Puis en plus, tu es une femme quand même. Puis en plus, tu as 25 ans. Oui, 25 ans, tu avais, ouais. Ça fait beaucoup. Donc, la recherche de financement n'a pas du tout été facile. Je ne suis pas allée comme Disneyland faire 17 banques, mais j'en ai fait beaucoup. Et au final, j'ai réussi à être financée grâce finalement à une banque qui m'a fait confiance, mais pas
je ne sais pas si elle m'a vraiment fait confiance en tant que personne ou si elle m'a fait confiance parce qu'il y avait un halo. C'était la banque d'un de mes associés. Donc, Oh, c'est-à-dire que l'associé étant quelqu'un de sérieux, qui avait une boîte depuis 30 ans ou 40 ans peut-être même, qui prenait rien dans ma boîte, il avait peut-être, je sais pas, 3% ou 2%, enfin rien, c'était vraiment... Mais moi, il me faisait confiance. Il savait que voilà, il avait vu en moi que j'étais capable de faire des choses importantes. C'était un peu comme un mécène pour moi, quelqu'un qui pouvait m'apporter on va dire, des idées, son expérience, etc. Et donc, le fait que lui me fasse confiance, ça a débloqué la situation et ça m'a permis de soulever à l'époque l'argent dont j'avais besoin. Et je cherchais quand même, à l'époque, un prêt déjà de 36 000 euros, ce qui faisait pas mal. Surtout que je n'avais pas vraiment beaucoup d'apports, voire pas grand-chose. d'accord, donc ça a été les principaux obstacles, mais qui ont été élevés par un environnement positif et un relationnel que tu avais aussi créé par la boutique de gestion. Oui, et puis aussi parce que j'ai ouvert beaucoup de portes, je ne me suis pas démontée, j'ai présenté le dossier à beaucoup de monde. Voilà. Après, il n'y a pas eu que ces freins-là. Il y a eu des freins liés au fait d'être une femme. Quand tu interviens dans certains réseaux qui ne sont pas forcément que féminins, alors encore plus à l'époque que maintenant, parce que maintenant les choses ont quand même bougé. On a conscience que la femme est un homme comme les autres, entre guillemets. C'est ça. Mais à l'époque, c'est vrai que j'ai souffert de pas mal de propos sexistes où finalement, ben, quand on a en face de soi des personnes qui sont de sexe masculin et qui ont de l'expérience, mais qui finalement ont des propos peut-être pas aussi pertinents que ceux que tu peux avoir alors que tu as 25 ans, que tu es une femme et que tu leur expliques que en fait, là, il y a un gros problème et qu'il faudrait aller là. Ouais, Du coup, la facilité, c'est quand même d'essayer de te rabaisser parce que tu es juste une femme. ouais. Donc ça, je l'ai beaucoup vécu. Et comment je m'en suis sortie? J'ai eu un comportement un peu viril à l'époque. Voilà. Tu as mis l'énergie yang plus haute que l'énergie yin. Exactement, j'ai fait, on a tous le yin et le yang, et donc du coup, je me suis imposée comme ça, et je ne me suis pas démontée, surtout, j'ai eu des scènes cocasses, hein, que ce soit la banque qui te propose un prêt si on peut se voir à 19h ou d'autres situations, mais voilà, je ne me suis pas démontée, et puis j'ai dit, voilà, si c'est de passer la bonne porte, je passerai par la fenêtre, et puis s'ils ne comprennent pas, je vais leur dire autrement. Donc le côté viril, c'est aussi cultiver son sens de la répartie quand c'est nécessaire, quoi, hein. Et cette persévérance, cette détermination, c'était déjà dans ta personnalité ou c'est cette aventure qui te l'a fait développer ou découvrir? J'ai une histoire de vie qui n'est pas facile au départ. Donc, prendre des pains et savoir qu'il faut se relever, et savoir qu'on est capable de se relever, je savais que je pouvais le faire. Donc, voilà. Déjà, ça aide. On va dire, ça aide à toucher du doigt qu'au fond de toi, tu as une part de résilience, que tu peux l'activer. Après, ce n'est pas tous les jours facile de l'activer quand tu n'es pas forcément très bien. Donc, même si c'est une part en soi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à mes clients et mes clientes, hein. Il faut continuer de cultiver. Et cette résilience, même si on ne l'a pas au départ, il faut s'entraîner en fait à sortir de sa zone de confort, hein. Je ne me souviens plus qui m'avait, dans quel livre, ou je ne sais plus, quel entrepreneur, je crois que c'était un Américain qui avait lancé le principe de dire, si tu n'es pas capable tous les jours de prendre une douche froide de 5 minutes, tu n'arriveras à rien dans la vie. Parce que oui, c'est le premier inconfort qu'on puisse faire, quoi. C'est-à-dire, Oui. entraîne-toi à sortir de ta zone de confort tous les jours, au moins 5 minutes. Alors, si tu veux, c'est 5 minutes de douche froide tous les jours, ou ça peut être autre chose, mais l'important, c'est qu'il faut que tu t'entraînes à faire des choses que tu apprécies. Alors, je ne sais pas si ça date ta lecture, mais en ce moment, il y a un entrepreneur, un aventurier qui a mis comment dire, qui a mis en lumière la technique d'une respiration, d'une certaine respiration pour passer outre la température. C'est Wim Hof, il s'appelle. C'est pas celui qui se plonge dans la glace? C'est ça, c'est ça. Ah oui, non, Et, ça date pas de là, mais oui, oui, tout à fait, j'aime bien, j'adore le profil et je trouve que oui, ça marche bien en fait. En tout c'est cas, ça, c'est c'est ça. Et lui, par contre, il conseille de commencer par une douche froide d'1 minute. Parce que Ah c'est d'accord, aussi bien pour le physique que pour le mental. Enfin, c'est toute une démarche et ça rejoint ce que tu as lu. Il a peut-être piqué l'idée ouais, dans le bouquin que tu as lu. c'est possible. Non, Euh, mais c'est un exemple parmi d'autres, mais je trouve que c'est quelque chose de très concret pour s'endurcir, quoi. Tu vois, de toi, de tout le panel des clients et clientes que tu as accompagnés depuis ces années-là, est-ce que tu as l'impression que tout le monde peut développer un mental qui allie la résilience, la détermination, l'engagement? Alors,
tout le monde, c'est pas évident parce que même si j'ai accompagné des milliers de personnes, j'ai pas vu tout le monde. Donc, je vais avoir un petit peu de… Ton panel à toi. Parle-nous de ton Voilà, panel. dans le panel que j'ai vu, en tout cas dans les gens qui se posent sérieusement la question, est-ce que finalement je pourrais créer, parce qu'il y a ceux qui ne se la posent pas. Oui. Il y a beaucoup de gens qui, même s'ils se la posent, ont terriblement peur, et c'est normal. Hein. La peur, c'est, comme on le rappelle souvent, la peur, c'est un peu le même mécanisme que l'excitation. Hein. La différence, c'est la gestion du souffle, justement. Donc, en fait, oui, on peut développer cette résilience. Oui, on peut développer cette capacité-là. Mais en revanche, il y a des moments de la vie où c'est plus difficile que d'autres. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être pas ce que j'aurais dit il y a 15 ans, parce que, on va dire, j'avais un petit peu ce côté… moi, si tu veux, je suis un petit peu la warrior, quoi. Hein. Les allongée dans la boue, tu me vois avancer, enfin, c'est pas grave, on y va. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai vécu ma vie, que je me suis relevée, on se serre les dents et on y va. Mais avec le recul, et cette recette ne marchant pas pour tout le monde, je me rends bien compte aussi qu'il y a quand même à un moment donné, dans certaines phases de vie, pour certaines personnes, le besoin de cette tranche de silence, cette tranche de… un petit peu comme l'hiver, quoi. L'hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est tout en souterrain, tu sais, hein, tout est en train de germer. Bien, il y a un moment donné, c'est vrai que j'ai vu des clients qui voulaient repartir tout de suite dans un projet alors qu'ils étaient vraiment dans un burn-out sévère. Même si tu veux, vraiment au fond de ton cœur, et à un moment donné, il va y avoir trop d'obstacles. Donc, c'est bien de commencer, de démarrer, parce qu'il y a des choses qu'on peut anticiper très longuement en avance. Et franchement, il ne faut pas avoir peur d'anticiper 2 ans en avance pour beaucoup de choses. Que ce soit le mindset, justement, les croyances, etc. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et puis après, le projet, il va aussi évoluer en fonction de la manière dont tu vas rééclore, tu vas te redéfinir, tu vas te redéployer. Donc, si tu as trop une angoisse, en gros, il faut que tu montes ta boîte et que tu gagnes ta vie dans 15 jours, tu fais rien de très bon, quoi. Donc, c'est difficile. Donc, oui, tout le monde peut le développer, mais il y a des périodes de vie où c'est peut-être pas le bon moment et où peut-être il faut y aller par étapes. Et donc, savoir, ça implique une connaissance de se soi. connaître. Ouais, savoir se connaître, savoir se recentrer sur soi, développer l'introspection, finalement identifier ce qui n'allait pas dans la vie d'avant, quoi, et pas simplement, et surtout pas en se disant en étant victime, c'est parce que ceci et parce que machin m'ont fait vivre ça que ça n'allait pas. C'est en moi, qu'est-ce qui fait que j'ai mal vécu cette situation-là. Et donc, du coup, cette situation-là, elle m'offrait quoi comme opportunité de développer? C'est-à-dire que j'ai mal vécu mes relations avec mes clients, avec mes collègues, parce qu'il y avait ça et ça qui se passait. Ok. Donc moi, ça veut dire quoi? Je suis trop fragile par rapport au regard des autres. J'ai pas confiance en ma valeur. J'ai pas confiance en ceci. J'ai pas confiance en cela. Donc, du coup, si je fais pas déjà un premier travail là-dessus, si j'ai pas identifié ça, si je suis pas au clair avec ça, on risque de faire de l'accompagnement, mais de ne pas aller suffisamment loin. Et donc, du coup, on fera une première étape. Et dans ce cas de figure-là, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la technique du tremplin. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes à monter un premier projet. Mais on est très au clair sur le fait de dire que c'est juste un tremplin. C'est juste pour reprendre confiance en soi, se montrer qu'on est capable de faire quelque chose, avoir quelque chose à sa mesure, mais pas trop compliqué. Et une fois qu'on a… laisser passer un peu de temps, repris un peu confiance en soi. Là, oui, tu rêvais de quelque chose de grand, de big. Ok, super, tu avais des grandes ambitions, mais tu ne pouvais pas les mettre en œuvre. Là, on va peut-être retravailler ce projet-là et aller vers ce projet de cœur. Il y a un temps de gestation qui est propre à chacun en fonction de son expérience, de son histoire, de ce qu'on capte et de ce qu'on observe de la société et qu'on incarne comme on peut des fois. Mais c'est un Et gros puis, travail. et puis de son histoire de vie. Hein. Je ne sais pas, tu viens de perdre un enfant. Ça va être très compliqué d'entreprendre tout de suite et de mettre ton énergie, ta libido là-dedans. Les deuils sont des événements importants, traumatiques, qui durent un certain temps. Tu ne peux pas l'annihiler, dire juste je me concentre sur autre chose, ça ne va pas marcher comme ça en fait. Ouais. Donc, voilà, il y a des étapes de vie, il y a les étapes de vie, les deuils, c'est des croissances, hein, mais il faut laisser quand même le temps au temps sur certaines étapes. Tout est opportunité, à condition qu'on laisse le temps que l'opportunité éclose aussi. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. Pour revenir sur ton parcours à toi, mais aussi de l'expérience de tes clients, quelles sont les principales peurs que les gens vivent pour oser entreprendre, avant d'oser entreprendre? Avant d'oser Ouais, entreprendre. avant. Avant d'oser entreprendre,
Bah, la plus grosse, c'est quand même l'idée de dire: «Je vais pas y arriver», la peur d'échouer. La peur d'échouer. Et la peur d'échouer, ça veut dire surtout la peur d'avoir l'air ridicule, la peur de mettre ma famille en danger. Finalement, c'est des bonnes peurs tout ça. Ça veut dire simplement, attention, tu es peut-être pas prêt, il faut que tu sois un petit peu plus musclé pour te lancer et pour que ça réussisse. Mais c'est des peurs viscérales qui sont là et qui ont souvent, juste titre, d'être là parce que, ouais, c'est une aventure d'entreprendre et en fait, c'est pas la fleur au fusil, même si les médias nous disent: «Ouais, c'est super génial, tu tiens ton numéro de tirette en 3 clics». Ouais, mais le numéro de tirette, ça fait pas, 50 000 ou 100 000 € de chiffre et donc ça fait pas un revenu, quoi. Est-ce que tu dirais qu'il vaut mieux avoir des peurs ou avoir un ego qui fasse dire: «Ah non mais moi je vais y arriver, et je fonce»? Vaut mieux avoir des peurs. Ce matin, je discutais avec, un prospect qui va démarrer bientôt avec nous, qui lui a monté déjà une boîte et il a déjà monté même plusieurs boîtes. Mais justement, il avait un petit peu trop confiance et il s'est ramassé. Il a dit: «Bon là, maintenant j'ai grandi, allez, j'ai 40 ans, je sais que je suis un petit peu trop optimiste sur plein de choses, cette fois-ci, je fais les choses sérieusement, je me fais accompagner». Ouais, donc en fait, c'est un dosage de peur, quoi. Il faut avoir un peu peur, mais pas que ça nous bloque, mais ne pas avoir de peur, ça peut être juste la catastrophe aussi. Bah, c'est comme d'ailleurs quand tu travailles sur les zones, hein, la zone de confiance, après donc, sortir ta zone de confiance, donc aller un petit peu à l'extérieur, donc la zone orange, on va dire, mais si tu vas trop loin, après c'est la zone de panique. Et le problème, c'est que la panique, soit tu fuis, tu arrêtes tout, hein, soit tu te crispes, tu te figes et tu ne fais plus rien. Donc, c'est pas possible. On n'a pas les moyens en tant qu'entrepreneur de basculer dans cette zone de panique. Et même en tant que salarié qui s'envisage entrepreneur, on ne peut pas non plus aller là-dedans. Donc, voilà, il faut arriver à rester juste dans cette zone où tu grandis parce que tu tires un petit peu sur l'élastique. Tu fais des choses tous les jours qui sont nouvelles pour toi. Tu apprends des tas de choses qui sont nouvelles. Tu restes ouvert. Tu mets en œuvre. En fait, tu te fais critiquer. Tu te rends compte que bah, tu avais bien compris, mais que tu n'étais pas allé assez loin sur la mise en œuvre. Et puis, tu reprends ta copie. Et puis après, tu mets en œuvre. Et puis, là, tu as des retours, des feedbacks de tes clients et tu dis: «Ah ouais, mince, je n'ai pas encore compris ça». Du coup, tu en rediscutes, tu réaméliores, mais tu restes dans cette zone où tu tires l'élastique et au fur et à mesure, ta zone de confiance s'élargit, mais tu n'as pas basculé en panique, quoi. Mmh. Une des manières aussi de canaliser la peur ou du moins de la cadrer, c'est d'avoir, une vision de ce qu'on veut atteindre comme moteur interne, la motivation intrinsèque qui est plus forte que extrinsèque quand elle est à l'extérieur. Est-ce que toi, tu avais une vision quand tu t'es lancée, Antonella? Oui, j'avais une vision. J'avais une vision très claire parce que, bah, voilà, je voulais être le premier organisme de formation qui fait, du à distance et de l'inversé. Oh excellent. J'ai une vision un peu old school parce que quand on dit ça en 2022, c'est, je dis: «Waouh! Ah bon, c'est une vision ça?» Bah oui, mais à l'époque, ça n'existait pas, hein, donc C'est ça, c'est hyper innovant en donc 2007. c'était, vraiment, ça il faut quand même se rappeler que internet chez soi, à la maison, pour la plupart des gens, c'est arrivé en gros en 2000, hein, C'est ça, c'est ça. donc voilà, donc j'avais cette vision-là et en même temps, à l'époque, si tu veux, c'était big et en même temps, ça aurait pu être encore plus gros. Mmh. Mais est-ce que c'est important d'avoir une vision qui soit si grosse que ça? Moi, je sais qu'en accompagnant mes clients, ce qui rend heureux, c'est pas, le chiffre d'affaires, c'est pas, le nombre de clients que tu as accompagnés. C'est le fait de faire son travail avec amour. C'est le fait d'avoir des relations avec des partenaires, avec des prestataires, avec des clients, avec des équipes qui se passent bien, qui soient dans la joie, qui soient dans la bonne humeur, qui soient sans tension, qui te permettent d'expérimenter le flow, quoi, que tu sois dans une vie alignée avec qui tu es, quoi. Et donc, oui, la vision, c'est hyper importante et ça fait partie des sujets, bah, d'ailleurs, qu'on bosse dans mon programme Mon Rêve, hein, qui permet d'aligner ton projet avec qui tu as envie d'être. Mais la vision, elle doit être réaliste par rapport à ce que tu es en capacité de faire pour les 24 prochains mois, quoi. Mmh. Donc, c'est nous le tremplin parfois parce qu'on n'a pas toujours les moyens de sa vision et j'ai vu trop de personnes me dire, en tout début, «J'ai un projet, je veux faire ça ou rien». Ben du coup, c'est rien, quoi. Mmh. Tu vois? Et c'est dommage. C'est c'est vraiment dommage parce qu'en plus, cette vision, moi personnellement, si je dis, j'en avais une, mais cette vision, elle dans n'importe quel projet, ta vision, elle va évoluer, en fait. Chaque année, tu vas te poser la question, tu vas dire: «Est-ce que c'est toujours ça ma vision? Est-ce que c'est toujours ça vers quoi je tends?» Alors, tu vas pas prendre des virages à 360 degrés chaque année parce que sinon ta clientèle va rien comprendre. Mais il va quand même y avoir bah, voilà, pas des
pas des bouleversements, mais des ajustements qui vont se faire chaque année. Mmh. Ce que tu as dit me fait penser à une phrase qui dit: «Fais un travail que tu aimes et tu ne travailleras pas une seule minute de ta vie». Je ne sais Ça plus fait qui c'est qui partie dit des ça, c'est citations, dommage. ouais. Ça fait partie des citations que j'ai sur mon site. J'ai toute une page avec des citations de motivation pour le business que mes clients, ou pour mes clients d'ailleurs, impriment souvent pour mettre chez eux. Elles sont mises en page avec une belle photo pour inspirer, tu vois. Ça fait pour un tableau de rêve, ça permet Ouais. d'avancer. Ouais, le tableau de rêve, ça rejoint la vision. Là, je sais plus, il y a 2 jours, j'ai interviewé une dame qui a créé et qui dirige sa propre conciergerie et Ouais. elle m'a parlé de tableau de rêve. Elle en a un chez elle et elle en a un dans son entreprise et tous ses salariés voient son tableau de rêve. Ah, super. C'est mieux qu'une charte des valeurs, quoi. C'est visuel, c'est plein de sens et d'émotions et en fait, c'est génial. J'ai trouvé ça génial d'avoir cette pratique-là, dans son entreprise en tout cas. Oui. Pour la vision, pour revenir à ce que tu disais, moi, dans mon accompagnement, en fait, j'explique toujours aux femmes que je leur demande de faire leur première vision. Ah, Et qu'en fait, au fur et à mesure de leur parcours, au fur et à mesure où elles vont étoffer leur confiance en soi, où elles vont agir, apprendre, en fait, naturellement, la vision va s'élargir, va avoir plus de couleurs, plus de profondeur, et que ça sera effectivement tous les ans un exercice à faire. Et il y a déjà une autre entrepreneuse que j'ai interviewée, elle me dit, le mois de mars, tous les mois de mars, elle refait sa vision. Et c'est comme ça. Donc elle n'arrête pas de travailler, mais par contre, elle a des temps dans la journée, elle a un carnet qui la suit en permanence tout le mois de mars et elle note. Et en fait, elle se sert de l'année qu'elle a vécue, l'année qu'elle projette et elle écrit. Et en fait, je trouve que c'est très porteur comme action, en fait, de se projeter aussi dans le rêve. Encore une fois, on revient au rêve, mais c'est ce qui nous fait humains aussi, c'est qu'on rêve. hmm. Euh, Ça rejoint complètement une des pratiques que j'ai proposées il y a plus de 15 ans. J'ai traduit et mis on va dire, mis en diaporama, en outil, un livre fondateur américain, le BYY, qui permet justement de brosser tous les sujets de ta vie, donc pas juste le professionnel, mais le personnel, ta vie sociale, ta vie amicale, ta vie amoureuse, bref, toute ta vie sur tous ces pans. Et finalement, te dire, est-ce que ce qui s'est passé l'année dernière s'est aligné avec ce que je veux? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi pour les 12 prochains mois? Et enfin bref, il y a toute une méthodologie comme ça. Et c'est un livre qui est absolument génial. Et donc, du coup, en l'ayant traduit, parce qu'il y a bizarrement pas de traduction française. oh, Du coup, en ayant dommage. traduit la méthodologie, je l'offre sur mon site et j'invite mes clients à qui je parle souvent, je leur dis refaites-le chaque année au mois de janvier. C'est le mois de janvier, je considère que c'est avec les vœux et je sais que ça porte ses fruits, quoi. C'est quelque chose d'important. Ouais, merci pour l'outil. Du coup, les personnes peuvent aller le chercher sur ton site internet, ce premier Oui, outil et comme ça visiter ton site internet qui sera sous la vidéo. le coaching Quelle nouvelle qualité? vie. Pardon? Je l'appelais le coaching nouvelle vie. C'est l'interprétation du BYY Ah, américain. Je l'appelais le coaching nouvelle vie. c'est excellent. Nouveau chapitre de vie, nouvelle vie, impeccable. Est-ce que quelle qualité, maintenant que tu as quelques années d'expérience d'entrepreneuse, quelle qualité as-tu dû développer pour être de plus en plus entrepreneuse au fur et à mesure des semaines, des mois et des années? On parle de qualité humaine ou de qualité technique? Comme les deux sont liés, quelle qualité humaine soutient ton entrepreneuriat et quelle qualité entrepreneuriale soutient peut-être tes autres pans humains? Euh, Qualité de patience. J'entends souvent celle-là, oui. Oui, parce que la patience, il y a plusieurs angles. C'est-à-dire, il y a la patience par rapport à son projet, il y a la patience par rapport aux choses que tu demandes à ce qu'ils soient faits, qui ne sont pas forcément faits dans le délai que tu imagines. Et puis, c'est la patience et prendre le temps. C'est-à-dire que moi, je suis ce qu'on appelle, je suis un doueur. Je fais les choses, j'avance. Quand j'étais l'image du warrior qui avance, c'est tout à fait moi. Donc, je suis toujours dans l'action. Mais j'ai des clients qui ne sont pas toujours dans l'action et qui, justement, eux, sont plus dans la relation. Il faut prendre du temps pour les écouter, etc. Et moi, je prends du temps pour écouter les gens, mais dans l'action. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit tout le temps. C'est-à-dire, Antonella, c'est génial parce que je ressors d'un rendez-vous avec toi, je sais ce que je vais faire, je me mets en action. Oui, c'est le but, c'est ce que je transmets. Mais du coup, moi, de mon côté, ça m'a demandé on va dire, de faire le pont, de faire le petit pont, parce qu'entre les personnalités qui sont des personnalités qui sont doueurs et ceux qui sont vraiment
le rêve et la relation. Hein. Comme on dit, il y a les gens orientés tâches et les gens orientés relation. Et donc, c'est vrai que moi, je suis orientée tâche, mais j'adore la relation, mais la relation, je la fais grâce à la tâche. C'est-à-dire, c'est parce que je me mets en mouvement avec mes clients, parce que je bosse avec eux sur leur projet, que je les fais avancer, que la relation est géniale et qu'on devient franchement très souvent des amis et que voilà, je garde des relations avec… voilà, j'ai un entrepreneur que j'ai accompagné sur 3 projets, ça fait 15 ans qu'on se connaît et puis voilà, il m'appelle quand il a un nouveau projet, quoi. Donc, c'est sympa et chaque projet a été vendu et du coup, il y a une nouvelle aventure à chaque fois, c'est stimulant. Mais voilà, comme fondamentalement, je suis orientée sur cette tâche, et il a fallu que j'arrive à développer ce côté relation, mais dans le bon sens du terme, parce que moi, je ne sais pas faire de la relation pour faire de la relation, pour dire qu'un jour, on va travailler ensemble. Quoi. Ça, je ne suis pas très bonne là-dedans. C'est pour ça que je fais très peu de partenariats, en fait, parce que moi, si tu me dis, on travaille ensemble, Stéphanie, on se fait un atelier, on anime des choses en commun, allez, on y va, c'est parti. Je peux faire des choses très sympas. En revanche, si… allez, on s'appelle pour entretenir le réseau, pour 15 jours, tu m'envoies un client, pour 15 jours, je t'envoie un client. Ça, je ne sais pas faire. Ouais. C'est pas mon truc. Et puis, c'est pas dans l'énergie de la vie non plus quand ça C'est t'arrive. pas dans l'énergie de la vie. Donc, du coup, il a fallu que… tout ça pour relier, en fait, il y a la patience et il y a prendre le temps. Et du coup, c'est aussi pour ça, parce que moi, je suis de formation consulting, expertise, que je suis allée vers le coaching, même si mes clients ne me demandent pas du coaching. Ils me demandent essentiellement du consulting, ils veulent des réponses à leurs questions. Mais quand bien même, j'ai suivi un itinéraire de formation pour… mieux comprendre ce qu'on appelle le coaching, pour apprendre à avoir cette position basse. Et cette position basse, elle va me servir même dans le consulting par moment. Voilà. On parle beaucoup des hauts et des bas émotionnels avant et au début de l'entreprise, mais je crois tout le temps dans la vie entrepreneuriale. Est-ce que toi, tu as des stratégies pour gérer ça? Ou des astuces? Mon mari, ce matin, me disait qu'il écoutait un podcast, alors je ne sais plus de qui disait que quand elle avait un problème de passage à l'action parce qu'elle était dans un bas émotionnel, elle utilisait la technique du 5-4-3-2-1. Je lui dis, ah bon, c'est quoi? Et il me dit, en fait, quand je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose, au lieu de dire je vais le noter, je dis 5-4-3-2-1, je le fais. Et du coup, on a rigolé. Et mon mari, qui est aussi mon associé et qui est aussi consultant expert chez macréationentreprise.fr, et il me dit, bon, je sais que toi, ça ne te concerne pas parce que tu fais juste 2-1 et puis tu le fais, mais quand bien même, j'ai des hauts et des bas émotionnels aussi. Et ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'aide toujours, parce qu'il ne faut pas te leurrer, hein, même au bout de 17 ans d'entrepreneuriat, tu peux avoir des bas émotionnels, eh bien, c'est l'hygiène de vie de l'entrepreneur. Et l'hygiène de vie de l'entrepreneur, pour moi, alors bien sûr, c'est prendre du recul sur ce que tu fais, ok, donc c'est pouvoir parler avec des pairs qui ont un niveau pareil d'expertise, qui ne vont pas te donner des banalités, quoi, pas de la discussion de comptoir sur ton propre projet, donc on va dire c'est la co-vision, la supervision ou le fait de se faire accompagner, mais c'est aussi l'hygiène de vie interne, c'est-à-dire la méditation, la cohérence cardiaque. Merci la montre, hein, tous les jours, la cohérence cardiaque. Il y a le petit rappel. Attention, tu n'as pas fait ta cohérence cardiaque, hein, tu fais tes 3 minutes minimum. Et puis la méditation pour les périodes où c'est vraiment plus tendu, où là, je vais reprendre une hygiène avec 1 ou 2 sessions par jour. Et puis quand ça va bien, je décroche un petit peu. Et puis après, je m'y remets. Donc, pour moi, c'est 2 choses qui sont fondamentales. C'est l'hygiène de vie de l'entrepreneur. Puis après, l'air de rien, bien manger, sortir dehors. Alors, bien manger, ça veut dire manger équilibré, manger pas de sucre, parce que le sucre, ça donne des pulsions, puis après, t'es down. Donc, du coup, voilà, c'est une alimentation low carb. Et puis, c'est tous les jours marcher beaucoup. Moi-même, mon deuxième bébé, actuellement, n'a que 9 mois, mais je marche avec lui et je fais même des coups de fil professionnels avec le bébé en bandoulière. Et en fait, ça se passe très bien parce que quand tu marches, quand tu mets ton corps en mouvement, et en fait, les hauts et les bas émotionnels, ils partent plus vite, quoi. Et puis, dernière chose, tu vois, j'en ai pas mal de choses à te raconter, je suis désolée. Dernière chose, c'est de parler. Mais parler avec des gens qui te donnent la pêche, en fait. C'est-à-dire que le coup de fil pour faire le bureau des pleurs, moi, ça n'a jamais fonctionné. Alors ça, c'est no way, ça ne fonctionne pas. En revanche, parler et me sentir utile, c'est-à-dire
faire du bénévolat ou prendre du temps avec des gens que je connais, mais ils ne m'ont pas payé. Mais je dis, bah, tiens, je vais faire un petit diagnostic, je vais les aider. Tiens, mon commerçant du coin, mais pourquoi il fait ça? Mais comment il s'y prend? Allez, j'ai tapé la converse, je vais essayer de voir comment on peut faire pour l'accompagner. Et ben oui, parce que du coup, développer le sentiment d'utilité, quand tu as un bas émotionnel, ça te permet de te renarcissiser, en fait, hein, et donc de te refaire du bien et de te remettre en selle pour ta journée, quoi. Ouais, tu te crées ton environnement positif de par ce que tu manges, de par ton activité physique, de par ton relationnel, de par les activités physiques qui te font du bien et qui te réénergisent en fait. Donc, tout à fait. Ouais, Et ça, c'est vraiment important. Et les entrepreneurs ou les salariés qui sont en train de monter leur boîte l'oublient souvent. Ils passent du salariat à la vie entrepreneuriale. Du coup, ils sont sous l'eau et ils ont dit, mais attends, tu as une monture, hein, quand est-ce que tu l'as brossé la dernière fois, ton cheval? Quand est-ce que tu l'as fait boire? Donc, en fait, dès qu'on commence à avoir une vie entrepreneuriale, même si on est au stade de rêve, il faut commencer déjà à avoir cette gymnastique et à prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi, ça ne veut pas dire être cocoon et rien faire pendant 3 semaines, parce que malheureusement, par exemple, quand tu es en phase d'apprentissage de certaines choses, si tu n'utilises pas tes apprentissages, tu vas les perdre. Donc, du coup, tu as besoin de les mobiliser rapidement. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver le juste niveau. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont au chômage et qui montent leur boîte. Alors, ça va, c'est assez facile, mais quand tu es salarié et que tu montes ta boîte, c'est plus compliqué. Ou quand tu es en congé parental et que du coup, tu as les enfants et qui sont là, et du coup, il faut que tu montes ton projet, il faut trouver l'équilibre. Si tu as 4 heures par jour, on va dire, à consacrer à ton projet, tu ne peux pas faire 4 heures de ton projet. Il y a forcément 1 heure pour toi, pour ton hygiène de vie, quoi. Oui, c'est une discipline à avoir, toujours en gardant à l'esprit que finalement, le produit le plus important de l'entreprise, c'est l'entrepreneur, quoi. Exactement. Et que si lui se casse la gueule, bah, l'entreprise, elle ne vivra pas. Elle a une âme, un corps, et c'est l'entrepreneur. Donc, ouais, génial. Merci beaucoup pour pour tous ces partages de discipline et d'hygiène de vie. Euh, si on retourne dans les émotions, juste, quelles sont tes 3 plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse, toi? Joie, Ouais, joie. c'est pas ce qui me donne la pêche. Tu peux Pareil. l'interpréter comme ça. Non, parce que je faisais un réel la semaine dernière sur Insta et je disais, quand on m'a demandé qu'est-ce qui me donne la pêche, clairement, c'est discuter avec mes clients. C'est ce qui me donne le plus la pêche. C'est assez extraordinaire. Je sais même qu'à un moment de ma vie où c'était compliqué, ce que je faisais, c'est que je calais tous mes entretiens commerciaux, prospects et clients le matin, tu vois. Genre 9h-10h. Comme ça, je suis sûre qu'après, la journée, elle va être bonne. Ouais. Après, qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui me donne de la joie? C'est la période des vœux. Alors, non pas pour faire les vœux, parce que je déteste ça. Mais en revanche, c'est un moment où je prends plaisir à essayer de rappeler quelques-uns de mes clients qui ont démarré l'année dernière. Je ne peux pas rappeler tout le monde, mais j'essaie d'en rappeler un certain nombre. Le mois de janvier, du coup, c'est un peu un mois à part parce que je passe du temps à marcher et à passer des coups de fil et voir si j'arrive à les avoir au téléphone. Et cette année, tu vois, c'était une année extraordinaire. Je suis Frédéric qui m'a dit bah voilà, ça s'est super passé le lancement de marque, c'est extraordinaire, tu te rends compte, j'ai fait 250 000 € la première année. Donc voilà, donc ça, c'est une joie immense, c'est la réussite de mes clients. Et comme ça, j'ai eu plein de stories superbes sur ce mois de janvier, donc ça me fait du bien. Ensuite, discuter avec mes clients. Et puis après, mes joies, c'est des joies quotidiennes. Je peux me satisfaire de peu de choses, mais tu sais, entreprendre, c'est un peu un jeu, en fait. Il faut savoir développer cette notion de jeu. Et pour rien me cacher, l'année dernière, c'était une année très compliquée, et non pas à cause de la Covid, mais à cause de pratiques pas toujours très clean de la part de concurrents. Il faut voir que moi, tu vois, il y a 17 ans, j'étais la pionnière. La pionnière de la formation à la création d'entreprise à distance. J'ai personne sur le paysage. Donc, j'ai bénéficié d'un référencement naturel sur beaucoup de sujets, de thématiques sur lesquels j'ai écrit sur mon blog, parce que j'ai plus de 300 dossiers, donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'étais bien positionnée. Et puis là, le paysage concurrentiel a beaucoup évolué ces dernières années et tout le monde s'invente un petit peu consultant en création d'entreprise. Et donc, tout le monde pense que quand il maîtrise Zoom, il peut faire du à distance. Donc voilà, donc le paysage a un petit peu changé et puis il y en a certains qui ont plus d'argent que d'autres et qui payent des agences de com à faire du référencement, mais au lieu de plutôt travailler sur leur référencement à eux, ils ont plutôt tendance à travailler sur comment je dézingue les concurrents. Donc le référencement négatif, c'est pas que
on va dire sur Netflix ou dans les histoires à la télé, ça existe en vrai. Et donc, on a pas mal souffert l'année dernière, on a perdu pas mal de positions sur certains mots-clés. Et du coup, bah, voilà, une joie, ça va être de dire, bah, allez, tu remontes les manches, tu t'y remets, allez, tu l'as déjà fait, tu as déjà vécu pire que ça. Ça a marché, quoi, tu t'y mets. Et puis, tu vois, tu travailles une semaine et tu regardes, tu vois où est-ce que tu es placé en termes de position, tu vois, par rapport à ce référencement, par rapport à certains mots-clés que tu travailles. Et tu dis, ouais. Et du coup, c'est des grosses joies parce que, en fait, c'est ça, ce que je veux dire, c'est que la vie est un jeu et tu as plein de micro-défis que tu vas te fixer dans ta vie entrepreneuriale. Alors là, moi, je te parle de référencement, mais ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Parce que dans ta vie d'entrepreneur, on a plein d'objectifs multiples. C'est ça qui est génial dans la vie d'entrepreneur. C'est comme on est chef d'orchestre, on touche à plein de sujets. Et donc, bah, le fait de transformer un petit peu chacun de ces sujets en objectifs et un petit peu en jeu, bah, ça permet d'avoir plein de micro-joies au quotidien, quoi. Donc, En tout cas, tu donnes envie. Tu donnes envie et ton accompagnement doit être hyper puissant. Ça, j'imagine très, très, très bien. On s'achemine doucement vers la fin de l'interview, malheureusement, parce que j'aurais plein d'autres questions à te poser. Les deux dernières questions. Quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise? À mon moi d'avant la création d'entreprise, Ouais. il y a plusieurs choses, toujours. Il y a toujours trop de choses dans ma tête, donc j'ai essayé de faire l'essentiel. Je me suis beaucoup entourée quand j'ai créé ma boîte. Je me suis beaucoup entourée, tellement entourée que, tu vois, quand j'ai monté cette première boîte, enfin, c'est la même qu'aujourd'hui, mais on va dire j'ai la première version de ma boîte, parce que, tu vois, comme on parlait de la vision évolue. Donc, du coup, à l'époque, ma première vision, avec mes premiers associés, j'avais pris 5 associés. Wow. Alors, ils avaient très peu d'argent chacun, hein, mais parce que je considérais que chaque personne avait des choses à m'apporter, tu vois, en termes de soit de compétences, soit de réseau, soit que j'aurais plaisir, tu vois, à les voir et à discuter avec eux parce que je pensais qu'ils pouvaient m'apporter des choses. Je les prenais un petit peu comme des mentors, tu vois. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire, savoir s'entourer, c'est un conseil que je donne à mes clients. Il faut vous entourer quand vous créez votre boîte, ne restez pas sous cloche avec votre projet. Alors, entourez-vous avec moi, c'est encore mieux, humour, hein, mais entourez-vous avec d'autres personnes aussi, c'est important. Mais le problème, c'est que moi, c'est que je me suis entourée, mais je me suis entourée finalement de personnes qui étaient très pertinentes, mais qui n'avaient pas pris l'engagement avec moi de pouvoir me consacrer, par exemple, un déjeuner par mois pour me faire évoluer dans ma vision. Et c'est ça que j'attendais. Mais je n'ai pas réussi à le formuler clairement à l'époque parce que pour moi, c'était évident, tu vois. Et j'étais jeune, j'ai 25 ans. Enfin, c'était. Et à l'époque, j'ai envie de dire qu'on parlait peut-être un petit peu moins de ce qu'on avait sur le cœur qu'aujourd'hui, où c'est plus facile tu vois, de le dire. Donc, c'est bien de s'entourer, mais il faut s'entourer avec des personnes qui sont en capacité de, ben, je ne vais pas te dire de fournir ce que tu attends, mais voilà, moi, je me suis retrouvée finalement, à la fin, je me disais, bah, déjà, au moins mon AG annuel, tu vois, mon assemblée générale, on va tous se retrouver, on va pouvoir déjeuner, puis on va pouvoir évoluer dans ma vision. Puis en fait, bah, même mes déjeuners d'AG, finalement, bah, c'était juste un déjeuner, quoi, mais ils n'étaient pas là dans l'esprit de me faire évoluer sur mon business. Et donc, du coup, j'ai perdu beaucoup de temps à l'époque parce que si j'avais été mieux entourée par des personnes qui me permettent de faire évoluer ma vision plus clairement, je serais plus vite arrivée à ma V2. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je ne me suis pas suffisamment entourée de personnes qui étaient à la fois motivées et volontaires pour discuter avec moi, on va dire une fois par mois ou une fois par trimestre, tu vois, quand tu démarres ta boîte. Deux, c'était beaucoup de personnes de l'ancien monde. C'est vrai que, bah, l'air de rien, j'avais pris, alors dans mes associés, j'avais une salariée que j'avais prise parce que bah, tout simplement, c'est une salariée, je voulais dans l'esprit qu'elle soit partie de l'aventure et qu'elle ait des parts dans la structure. Donc, ce n'était pas d'elle dont j'attendais le plus de feedback. Mais dans les autres, bah, j'avais des gens qui étaient proches de la retraite. Et bah, c'était peut-être un petit peu trop l'ancien monde. Et c'est ce qui fait que j'aurais pu aller plus vite si j'avais osé m'entourer de personnes qui soient plus raccord avec mes valeurs, en fait, et avec le temps, avec l'esprit du temps, quoi. Donc ça, tu donnes ce conseil à ton toi d'avant, mais finalement, tu as dit aussi pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un autre conseil en termes d'état d'esprit? Parce que dans ton accompagnement, il y a aussi une partie état d'esprit, d'après ce que tu m'as dit, avec de très nombreux audios qui accompagnent pendant 6 mois tous les entrepreneurs qui viennent à toi, en fait. Dans ces audios, quel message t'es retourné peut-être le plus par tes clients comme le plus utile et que peut-être là, les auditrices et publics pourraient bénéficier?
Je sais qu'il y en a 182 hein, des audios et Désolée. sur les 182, tu dois en avoir au moins 150 ou tu as 500 commentaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges et beaucoup de choses qui sont importantes. Mais si vraiment tu veux que je me force et que j'essaye de résumer, je vais prendre un parallèle extrêmement féminin, puisque tu as une audience très féminine. En fait, il faut accoucher de soi. Et accoucher de soi, c'est comme quand tu accouches d'un bébé. C'est-à-dire que, il faut du temps, hein, c'est 9 mois un bébé. Et pour un projet entrepreneurial et une nouvelle vie, c'est pareil, 9 mois, c'est bien le minimum. Et parfois, il faut 2 ans. Ça dépend de là où on va et de là où on part. Enfin, d'où on part. Donc ça, c'est la première chose. C'est en termes d'état d'esprit, c'est qu'il faut être prêt à changer. La vie entrepreneuriale vous transforme à un tel point que nous, on a mis en place un dispositif spécifique d'appui pour dialoguer avec son conjoint ou sa conjointe. Parce que le nombre de divorces dans les 5 premières années, quand il y en a un des deux qui entreprend et que l'autre, on ne l'a pas suffisamment onboardé pour qu'il comprenne ce qui se passe, pour qu'il comprenne tes mutations, pour qu'il soit à côté. On ne lui demande pas d'être actif dans la boîte, hein. Il ne s'agit pas d'entreprendre forcément à deux, mais qu'on va dire l'écart ne se creuse pas trop entre les deux conjoints. Ça demande un dispositif spécifique que nous, on a mis en place rien que parce qu'on a été confronté à trop de situations de ce genre-là. Donc, tout ça pour dire qu'il faut, en termes d'état d'esprit, être prêt à changer. Il faut savoir que si tu veux entreprendre, de toute façon, dans 2 ans, quand tu seras devant ta glace, ce sera toujours ton visage, mais ce ne sera plus la même personne. C'est sûr, parce que tu vas grandir. C'est l'expérience de vie qui fait grandir le plus, on va dire, après accoucher, quoi. C'est vraiment... donc, en termes d'état d'esprit, il y a être prêt à changer, à ne pas redouter ce changement, et puis anticiper. Anticiper parce que cet accouchement de soi va prendre du temps. Il ne faut pas croire qu'on va tout faire en accéléré. C'est pas en accélérant les choses qu'on fait les choses mieux. Il vaut mieux prendre son temps, mais prendre son temps en structurant. C'est-à-dire que si on fait juste prendre son temps, mais qu'on ne commence pas, on fait juste son temps en écoutant tous les podcasts d'iTunes, c'est bien, mais il y a un moment, il faut parler avec des vrais gens, quoi. Donc, il faut se mettre en chemin sérieusement. Donc, en termes d'état d'esprit, c'est être prêt à changer, développer cet état d'esprit qui te permet d'anticiper. En tout cas, si tu n'es pas du genre à anticiper au départ dans ta vie, là, il va falloir commencer à changer ta manière de faire pour plus anticiper. Et puis, exactement le même parallèle que pour accoucher. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui décident d'accoucher à la maison, ni dans la savane, en pleine forêt. La plupart du temps, on préfère quand même avoir une équipe d'experts à ses côtés. Finalement, c'est un petit peu la même chose pour entreprendre. Il faut créer sa team d'experts. Il faut avoir une Stéphanie, il faut avoir une Antonella, il faut peut-être avoir d'autres personnes qui vont être autour, créer ce nuage, ce cocon, mais pas cocon au sens de cocooning, le cocon d'expert, cocon qui va te permettre à chaque fois que tu as une évolution d'échanger, de dialoguer et de faire évoluer tout ça. Merci pour toute cette richesse, Antonella, et toute ta générosité et authenticité. Je vais essayer de tenir le timing, mais c'est bien dommage. Donc, écoute, j'espère que les gens auront la curiosité d'aller sur ton site et de voir toutes les pépites qu'il y a aussi, parce qu'il y a plein de choses qui sont mises à disposition. Il y a les accompagnements qui sont décrits. Et puis, je suppose que voilà, ou ton équipe est disponible au téléphone pour faire une sorte de pré-diagnostic aussi de la personne. Tout à fait. Vu la richesse de tous les profils que tu as accompagnés, j'imagine que c'est plus facile pour toi que pour notamment les concurrents que tu cites de cibler plus rapidement les besoins et les objectifs qu'on peut donner à une personne quand elle vous appelle. Donc, profitez-en. Est-ce que, pour terminer cette interview, est-ce que tu as un mot de la fin, une phrase à nous dire avant de nous dire au revoir? J'ai envie, alors c'est dommage, il faudrait que je révise ma citation. J'avais envie de finir avec une citation. Je vais l'abîmer, mais bon, il y a deux citations qu'on utilise beaucoup chez macréationdentreprise.fr, donc j'avais envie de finir là-dessus. Il y en a une de Gandhi sur le principe de « incarne le changement que tu voudrais voir dans le monde ». C'est une citation qui est tellement importante pour nous qu'on l'a imprimée sur les gobelets qu'on utilise quand on se retrouve en présentiel pour un pot. Et puis, alors l'autre, je vais l'abîmer, mais en gros, c'est l'idée de viser la Lune et au pire, si tu échoues, tu atterris dans les étoiles, quoi. Oui, c'est ça.
Je me souviens plus exactement, mais tu vas la retrouver, tu pourras la mettre en dessous, pas abîmée. Mais Oui, voilà, moi, c'est ce sur quoi j'aimerais bien finir. OK. Eh ben, je te remercie beaucoup. Donc, je vais te demander de me faire passer tous les liens pour que les gens puissent te trouver, facilement. Je les mettrai sous la vidéo, plus toutes autres ressources que tu jugeras utiles. Et puis voilà, en fait, voilà, je suis perturbée parce que j'ai plein d'autres questions dans ma tête, ça m'agace. Bon, on y reviendra. Ouais, c'est ça, on fera une V2 ou un épisode 2 en tout cas. Ça Merci marche. beaucoup Antonella. J'ai été ravie de ce moment partagé avec toi. J'espère que tu vas continuer à faire fleurir plein d'autres entrepreneuses et entrepreneurs parce que voilà, hommes et femmes, on peut être accompagnés, on a besoin d'être accompagnés. Donc merci beaucoup et puis ben, au revoir et à bientôt, j'espère. Eh ben, merci à toi et à très Au bientôt. revoir.